David Hempstead, bonjour, Boker Tov. Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous aider à mieux comprendre un peu ce qui se passe actuellement au sein du parti du judaïsme unifié de la Torah, bien que ce ne soit pas votre formation, puisque vous êtes un des responsables du parti Chasse, en particulier à Jérusalem. Mais, pour les francophones. Voilà, pour les francophones. Mais nous avons eu du mal à trouver, on va dire, un interlocuteur du côté des Ashkénazim orthodoxes pour nous expliquer cette situation politique un peu complexe. Alors, le Premier ministre a lancé un ultimatum. Il a demandé au parti du judaïsme unifié de la Torah de soutenir la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et il semble qu'apparemment, il y ait un peu de tension au sein même de ce parti concernant justement cette loi. Est-ce qu'il faut la soutenir ou pas ? Oui, écoutez Daniel, donc vous savez que la loi de de constitution des Bachorei Yeshivot, alors des étudiants de Yeshivot de l'armée israélienne, c'est une loi qui traîne depuis très longtemps et c'est un peu la bête noire de la politique israélienne, parce que de Knesset en Knesset, on essaye de faire passer une loi qui satisfasse tout le monde et qui satisfait tout le monde, et à chaque fois il y a ou bien le bagasse ou bien les oppositions qui font tomber ces lois. Donc là apparemment on serait arrivé à un consensus qui aurait trouvé grâce aux yeux à peu près de tous les partis donc de la coalition, sachant que cette loi a été en fait complètement dictée par directement l'armée israélienne avec donc le ministère de la Défense, donc qui aurait trouvé aucune formule qui satisferait les partis orthodoxes et ainsi que les autres partis de la coalition, et donc le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahou. Donc M. Benjamin Netanyahou serait déterminé pour faire voter et passer cette loi. Simplement, apparemment, d'après ce qu'on entend dans les bruits de couloir de la Knesset, il y aurait effectivement une dissension dans le parti orthodoxe ashkénaze entre la partie, on va dire, chassidique et la partie lituanienne de cette formation, donc qui comprend 6 députés, qui est la formation du judaïsme unifié. Donc d'un côté, on aurait Moshe Gafni, qui serait, d'après ce qui se dit, maintenant à prendre cela avec beaucoup de réserve, parce que des fois, il y a certaines stratégies politiques internes qui sont dévoilées que après coup, comme on pourrait le dire. Donc apparemment, ce qui se dirait, c'est que effectivement, Moshe Gafni serait pour faire voter cette loi qui est considérée comme une bonne loi, donc pour les partis orthodoxes et donc pour le milieu religieux. Et d'un autre côté, Yaakov Litzman, qui était parti donc sur un ton très dur déjà depuis le début, depuis les prémices de cette nouvelle loi qui normalement devrait être votée, qui était parti donc avec un ton très dur en affirmant que le Hadmour de Gour lui avait demandé de faire revoir cette loi ou sinon de quitter le gouvernement. Oui, donc, le Hadmour de Gour, il faut préciser pour nos auditeurs qui ne comprennent pas en fait également tout à fait tout ce qui se passe à l'intérieur du monde orthodoxe. Le Hadmour de Gour, c'est le président du Conseil des sages de la Torah. C'est, on va dire, c'est la figure rabbinique la plus importante dans le monde chassidique, hein, on peut le dire comme cela. On peut le dire comme ça, effectivement. C'est lui qui donne à peu près la ligne donc aux 3 députés qui sont ce sous-parti du judaïsme unifié de la Torah, et donc qui apparemment, d'après les dires du vice-ministre de la Santé, M. Litzman, aurait effectivement demandé des variations et des changements sur cette loi, et donc sinon menaçant effectivement de quitter la coalition au cas où si ces changements ne seraient pas effectués. D'un autre côté, on a le ministre Lieberman qui lui dit que c'est ou bien cette loi ou bien c'est rien d'autre. Donc on a effectivement d'un côté et de l'autre 2 positions très déterminées, très tranchées, et donc ce qui a amené le ministre Caron à dire donc hier par la voie de la presse que le gouvernement était finalement rentré dans sa 4e année et qu'il serait peut-être pas mauvais de déclarer à l'issue de la Knesset et d'aller vers des élections anticipées. Ceci dit, comment finalement de l'avis général, en tout cas au moins de l'avis et du parti Chasse, hein, parce que c'est la position du parti Chasse, et de la part de ce que l'on appelle les Lituaniens, c'est-à-dire Moshe Gafni, les Mitnagdim, tout le monde dit que cette loi, on ne pourra pas espérer une meilleure loi pour les élèves des yeshivot, parce que d'abord, c'est une loi qui a été rédigée par l'armée israélienne, donc même si elle fait une distinction entre les orthodoxes et le reste de la population, eh bien, la Cour suprême, de par ce fait qu'elle est une loi présentée par l'armée israélienne, n'osera pas la contredire et remettre en cause son caractère constitutionnel ou égalitaire. Alors, pourquoi finalement les chassidim, le Rav Litzman et le Rabbi de Gour, son patron politique et religieux, refusent de voter cette loi, de soutenir une telle loi?
ouais, pour répondre à votre question, c'est un débat qui est profond, et ensuite on peut pas tout à fait s'appuyer sur effectivement les déclarations politiques qui sont données à travers la presse pour savoir exactement ce qui se passe derrière ce jeu de déclarations. Mais ce qui est important de savoir tout de même, pour essayer d'éclairer un peu la mini-crise actuelle, c'est de savoir qu'il y a de toute façon une lutte idéologique très forte d'un côté donc la Cour suprême et d'un autre côté les partis orthodoxes. Oui. Et il est difficile pour le monde orthodoxe d'accepter de se faire dicter une loi qui serait bonne seulement parce que effectivement elle serait peut-être acceptée par la Cour suprême, parce que cette loi aurait été rédigée et voulue par donc l'armée israélienne. Donc ce point-là est un point qui effectivement qui paraît dans la presse et qui est divulgué par le Likoud et donc par aussi on dit Moshe Gafni et le parti Chasse, mais c'est pas évident que cet argument soit un argument qui soit favorable pour décider effectivement donc les sages qui dirigent donc les différents partis orthodoxes à accepter cette loi. Ce qui est important, c'est le fond du dossier. Est-ce que cette loi est bonne ou enfin est-ce que cette loi correspond à l'idéal idéologique des partis orthodoxes? C'est là que plutôt ça se joue véritablement dans les conseils des rabbins. Donc il faut savoir donc de toute façon, il y a aujourd'hui déjà un bon nombre d'étudiants qu'on appelle Haredim qui n'étudient plus dans les yeshivot, qui sont dans des sections spéciales de l'armée et qui sont très bien intégrés dans l'armée israélienne, et qui d'une certaine manière remplissent les quotas exigés par cette loi, c'est cela? Voilà, en fait. Tout à fait. Et il faut savoir aujourd'hui que l'armée israélienne elle-même n'est pas intéressée théoriquement, mais si c'était le cas demain, à incorporer tous les étudiants des yeshivot, 70 000 étudiants des yeshivot, à rentrer dans l'armée israélienne. Ils n'en sont pas capables, ils n'ont pas ces besoins-là, puisqu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les armées du monde et l'armée israélienne ont évolué, il y a moins besoin d'hommes sur le terrain, mais plus de technologie, et c'est une guerre, c'est une armée qui est complètement d'une autre génération que ce qu'on a connu par le passé. Donc, effectivement... Donc ça conviendrait à tout le monde, en fait. Alors c'est ce qui se dit effectivement que cette loi convient à tout le monde, que les quotas demandés sont déjà remplis et seront remplis. Donc est-ce que véritablement la problématique c'est juste une formulation politique qui convienne et qui réponde aux aspirations de chaque parti politique? C'est peut-être une voie, ou est-ce que effectivement dans cette loi qu'on ne connaît pas exactement, on ne connaît pas effectivement toutes les nuances, est-ce que dans cette loi il n'y aurait pas derrière des sanctions cachées qui sont peut-être pas des sanctions pénales, mais qui sont des sanctions financières qui pénaliseraient donc les écoles de musique qui refuseraient d'incorporer certains étudiants, et donc qui voudraient dire quelque part qu'on sanctionnerait financièrement une école talmudique qui voudrait que ses enfants étudient la Torah. Ça, pour un parti orthodoxe, c'est inenvisageable, c'est impossible d'accepter cela en Israël, sur notre pays, sur un pays qu'on a retrouvé depuis plus de 70 ans et qui serait un pays qui sanctionnerait une structure qui permettrait à un enfant d'étudier la Torah. Ça, pour un parti orthodoxe, soit d'égal à la Torah, il y a de la Torah, c'est inenvisageable. Alors, apparemment, ce sont des informations dans la presse israélienne de ce matin. Il semble que chaque parti met un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire que le Premier ministre a nuancé ses menaces, ou en tout cas s'est mis en garde et a dit qu'il n'avait pas imposé un ultimatum de 2 semaines. Et d'un autre côté, du côté du député Litzman, eh bien, on dit que le Conseil des sages que l'on peut trouver une solution, et qu'apparemment le Conseil des sages va se réunir à nouveau pour reconsidérer sa décision. C'est possible que cette décision change, c'est-à-dire que finalement on trouve un accord pour permettre à l'ensemble de ce parti orthodoxe judaïsme unifié de la Torah de soutenir cette loi. Tout à fait. C'est ce qu'on entend ce matin dans la presse, malgré qu'on ait entendu hier, et moi j'ai entendu par un journaliste talentueux qui me disait que Gafni aurait même dit à Benjamin Netanyahou, de toute façon il faut faire voter cette loi, même sans les voix donc de la frange chassidique, cette voix pourrait passer en nombre de voix à la Knesset, mais effectivement il y a peut-être effectivement... Parce que c'est vrai que dans l'absolu, Benjamin Netanyahou n'a pas besoin des voix de la mouvance racidique au sein du judaïsme de la Torah, il aurait la majorité, d'autant plus que même, et c'est presque paradoxal, aujourd'hui le parti Yesh Atid, Lapid, a annoncé qu'il soutiendrait même en seconde et en troisième lecture le texte de cette loi. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est un piège politique lancé par M. Lapid, effectivement, pour mettre sous pression les hommes politiques orthodoxes israéliens. Vous n'avez pas l'impression que là, dans le cas précis, bien,
ils font les responsables politiques du monde orthodoxe font un peu le jeu à la fois de Yair Lapid d'un côté, aussi de Binyamin Netanyahou, parce que vous savez, on parle beaucoup depuis quelques semaines d'élections anticipées. Binyamin Netanyahou ne veut pas être tenu pour responsable de l'anticipation de ces élections et il pourrait rejeter tout simplement la responsabilité sur les orthodoxes. Il est assez malin politiquement pour le faire, Netanyahou. Oui, vous savez comme moi en ce moment, il y a énormément de négociations politiques entre les différents partis et surtout les élections municipales qui sont en train de pointer. Oui. Donc Alors, il y a une partie de poker menteur, je pense, entre tous les dirigeants politiques avec des négociations qu'on ne voit pas pour aujourd'hui, qu'on voit pas aujourd'hui de façon claire pour le public israélien. Donc faut retenir finalement l'essence de ces débats. Il y a effectivement une loi qui devrait passer, je l'espère, apparemment d'après ce qu'on entend, qui est bonne pour les partis orthodoxes. Je crois que là-dessus les responsables des différents partis politiques, en tout cas je le sais pour Arié Deri, cette loi c'est extrêmement sérieux. Il ne s'agit pas d'un jeu politique, mais il s'agit effectivement de voir si l'idéal orthodoxe est respecté dans cette loi. Alors, une dernière question, puisque vous en avez parlé, et c'est important de le souligner également, puisque l'on approche à grands pas de ces élections municipales du 30 octobre. Un mot sur les élections municipales à Jérusalem. Vous êtes très au fait de ce qui se passe ici à Jérusalem, en particulier dans la communauté francophone, mais dans les milieux du parti Chasse. Alors d'abord, il y a un sondage que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir, mais qui révèle les dernières tendances pour la municipalité de Jérusalem, qui dit que si le candidat orthodoxe Yossi Deutsch se présentait, il arriverait en tête au premier tour avec 22% et égalité. C'est vrai, mais égalité, pardon, attendez, je vais vous dire. Égalité avec Ofer Berkovitch, qui est le candidat, on va dire de la population non religieuse dans la ville de Jérusalem. Et juste derrière, Zeev Elkin, le candidat, on va dire, de la droite israélienne, avec 21%. Et seulement après, celui qui est apparemment le candidat du leader du parti Chasse, Arié Deri, Moshe Léon, qui n'arriverait qu'avec 11% des suffrages. Alors, d'abord, une question. Vous n'êtes pas trop déçu de ce sondage qui place Moshe Léon en 4e position? Et pourquoi, finalement, le parti Chasse n'a pas jugé nécessaire de présenter son candidat? Écoutez, pour rentrer dans les détails d'abord de ce sondage, d'abord dans le sondage, il apparaît aussi qu'au deuxième tour, dans tous les cas de figure, oui. Pour l'instant, le candidat orthodoxe Yossi Deutsch serait perdant face à Berkovitch ou face à Zeev Elkin. Oui. Et pour répondre sur la candidature de Moshe Léon, pour l'instant, ce sondage ne prend pas en considération parce qu'il y a, je crois, que 11% ou 15% des Haredim qui voteraient pour Moshe Léon dans ce sondage. Donc, il ne prend pas en considération, ce qui n'a pas été encore déclaré de façon officielle, l'appui effectivement des partis orthodoxes de Chasse ou de Dégel Torah pour la candidature de Moshe Léon. Donc ce sondage, aujourd'hui, tout est prématuré. Tant qu'on n'a pas effectivement une décision claire et annoncée et officielle donc de Chasse et de Dégel Torah, par l'intermédiaire donc de ces responsables et des conseils de sages qui donneront leur décision d'un appui officiel à un candidat, on ne peut pas évidemment se prononcer sur la candidature, donc sur ces résultats, enfin sur ces sondages qui sont donnés, sur la candidature de Moshe Léon. Maintenant, ceci dit, si vous parlez des francophones, c'est une bonne tribune pour le dire, il est important que les francophones soient présents dans cette campagne, il est important que les francophones soient représentés, quelles que soient les listes qui sont ici présentées, quels que soient les candidats qui seront présents donc dans cette élection. Il est important que les Français apparaissent dans les listes de Jérusalem. Ouais, il faut rappeler que le premier conseil municipal francophone de ces dernières années est du parti Chasse, c'est Shmuel Marciano. Tout à fait, voilà, exactement. Dans le parti Chasse, on a travaillé pour les Français, on s'est fait entendre, et donc on a réussi effectivement à faire élire un conseiller municipal, donc qui est M. Marcel, donc pour le parti Chasse à la mairie de Jérusalem. Mais il faut que toutes les franges de la communauté francophone se fassent présenter dans des différentes listes. C'est le cas pour c'est le cas au moins pour la liste de Moshe Léon avec Joël Burstin, pour la liste de Ofer Berkovitch avec Dani Louz. Et effectivement, quelques francophones ont réussi à se placer à des postes, on va dire plus ou moins réalistes, on va dire dans les listes, pour le conseil municipal de Jérusalem. En tout cas, merci beaucoup David Hempstead de nous avoir éclairé sur cette loi et la complexité autour de cette loi dans le parti judaïsme unifié de la Torah et sur donc votre réflexion sur les élections municipales. On aura l'occasion de se reparler d'ici le 30 octobre prochain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Merci Daniel, et peut-être
à tout à l'heure. À bientôt. Shalom, shalom.